Olivier, vous êtes d'accord qu'en 2014, quand Vladimir Poutine a pris la Crimée, il n'y a pas eu la même réaction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Ukraine, c'est pas juste un pays comme ça. C'est stratégique comme pays. On a l'impression que là d'un coup on se réveille et on est en guerre depuis 3 ans pour défendre un pays. Vous savez, il y a des pays tous les jours, ils se font envahir, leurs frontières se font violer, etc. Personne n'en entend parler. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'Ukraine, et je vais dans le sens de Geoffroy Lejeune, l'Ukraine a un rôle d'un point de vue géopolitique extrêmement stratégique. Ce qui fait que justement Vladimir Poutine, par exemple, comme la Finlande est rentrée dans l'OTAN, à aucun moment, alors que l'URSS a déjà attaqué la Finlande, ils se sont dit, ils rentrent dans l'OTAN, on y va, on les envahit. Non, parce que ça ne les intéresse pas plus mais que la ça. pression des Russes sur la Finlande. La pression des Russes actuellement sur la Finlande est d'un haut niveau d'intensité. Mais bien entendu, mais vous savez pourquoi ? Parce qu'on est en train de découvrir une chose, c'est que oui, aujourd'hui, les grandes puissances, ce sont de base des adversaires. C'est normal d'être en tension en permanence. Rappelez-vous, les Américains nous ont mis sur écoute. C'est normal ce type de situation. Eric, je veux vous expliquer. Il y a une différence entre être mis sur écoute et aller envahir le Donbass. Non, ce que je veux juste dire, c'est que même si demain on faisait la paix avec les Russes, de toute façon, la tension, elle continuera d'exister. Donc le parallèle avec les Finlandais ne compte pas. En revanche, il y a une réalité, c'est que depuis 15 ans, les Russes n'ont cessé de dire que lorsqu'ils ont vu que les pays baltes rentraient dans l'OTAN, ce qui n'était pas prévu avant, il n'y a pas de problème, mais jamais l'Ukraine. Ça, c'est pas inventé du jour au lendemain. Ils ont dit depuis le début, c'est une ligne rouge, c'est l'Ukraine. Ils n'ont pas dit l'Ukraine plus les pays baltes plus la Finlande. Ils ont dit l'Ukraine aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est ça qui comptait. Mais on a continué sur ce côté-là. Ça n'excuse pas encore une fois les Russes. Ça veut simplement dire que c'est stratégique. C'est pas juste du colonialisme. Qui est responsable alors de la guerre en Ukraine ? Poutine ou l'OTAN ? Les Américains. Les Américains ? Moi, je pense que les. Mais vous savez pourquoi ? Non, mais c'est bien qu'ils le disent. Voilà, pour moi, c'est clair. Mais au moins, c'est clair. Mais vous savez, non, c'est sidérant d'entendre un truc pareil. Je veux dire une chose. Donc Poutine n'est pas responsable, en fait. Vous pouvez me laisser aller jusqu'au bout ? Je pense qu'aujourd'hui, les pays occidentaux ont un devoir supérieur par rapport aux Russes qui, effectivement, vont être beaucoup plus belligérants. Vous le savez très bien, les Américains ont un rôle important. Ils sont leaders du monde libre. Donc, en règle générale, ils doivent chercher la paix avant les autres. Donc, c'est à cause des Américains si Poutine a envahi le Donbass. Les Américains auraient pu l'éviter largement avant. Ça n'excuse pas du tout Vladimir Poutine. Ça veut juste dire que les Américains savaient très bien et ils pouvaient l'empêcher. Vous savez, à un moment donné, quand vous êtes leader du monde, vous avez une responsabilité supérieure. C'est ça que je suis simplement Votre sous-texte est de dire que les Russes n'avaient pas d'autre choix que d'envahir l'Ukraine. Voilà. Votre sous-texte est de dire que c'est comme ça et donc ça pourrait même se passer pour d'autres pays limitrophes. Je suis juste en train de vous dire que d'un point de vue géopolitique, j'ai beau condamner ce qu'ont fait les Russes, j'ai beau penser qu'on ait eu raison d'armer les Ukrainiens, je pense que Vladimir Poutine, d'une façon ou d'une autre, n'avait pas le choix. Et c'est pour ça que le problème... Il n'avait pas le choix ? Il n'a pas le choix de quoi ? Il n'avait pas le choix ? Le problème, c'est que justement, on passe notre temps à dire que c'est le régime de Vladimir Poutine, alors que vous savez, si Vladimir Poutine aujourd'hui était remplacé, ça serait des nationalistes à leur place. À un moment, on ne va pas supprimer les 150 millions de Russes aujourd'hui. Vous dites qu'il n'avait pas le choix d'envahir l'Ukraine. D'un point de vue géopolitique. Je vais vous dire, en 2004... moi, j'ai rencontré... On a le choix d'envahir un pays ou pas, me semble-t-il. Gauthier, j'ai rencontré le président de l'administration de Vladimir Poutine, l'Alexis Kohler de Vladimir Poutine, qui s'appelle Kirienko, qui est un des potentiels successeurs. Qu'est-ce qui vous explique et son administration ? Qu'en fait, Poutine était un faible, que Poutine aurait dû envoyer une bombe tactique nucléaire sur Kiev pour calmer tout le monde, et qu'en 2014, quand ils ont envahi Mariupol... Vous avez des fréquentations. quand même. C'est mon... Et donc là, vous êtes en train de nous dire... Là, vous êtes en train de nous dire, c'est génial. Là, vous êtes en train de... En fait, qu'au fond, il est modéré parce qu'il n'a pas bombardé... Je suis en train de vous dire qu'en 2014, le peuple russe on a beaucoup voulu à Vladimir Poutine d'avoir demandé aux troupes de se retirer de Mariupol. Et la bataille de Mariupol, je l'ai couvert pendant deux mois et demi sous les bombes. Donc, j'y suis pas allé comme un touriste. Et ce que je veux dire, c'est que le peuple russe, il en a voulu à Poutine en 2014 de ne pas y aller à fond. Pourquoi ? Parce qu'il disait qu'à cette époque-là, les Ukrainiens... Vous savez vraiment... Le pauvre... C'est la raison pour laquelle... Le pauvre petit Poutine qui a dû calmer les ardeurs de son peuple va en guerre et qui va... Il faut lui remettre le prix Nobel de la paix. Là, dans une minute, on va entendre qu'il faut donner à M. Poutine le prix Nobel de la paix puisqu'il a calmé les ardeurs de son peuple va en guerre qui le poussait à aller envahir un pays souverain, à violer son intégrité territoriale et à tuer des milliers de ses enfants. Et vous nous expliquez que ce n'est pas Poutine qui est responsable de la guerre. Mais enfin, Eric. Ok, d'accord. Donc en ce moment, Donald Trump, pourquoi il s'en est pris
à Volodymyr Zelensky? Vous croyez que c'est parce qu'il lui a dit il faut absolument que vous libériez l'opposition humaniste de Russie, ce que vous avez fait avec Navalny, d'ailleurs un Navalny qui était un modèle pour les Occidentaux mais qui était pour l'invasion de l'Ukraine par les Russes, faut pas l'oublier quand même, ça veut dire que l'opposition de Poutine était pour cet élément, ça veut dire que c'est pas le régime de Poutine, toute la Russie. C'est l'opposition qui n'a pas réussi à empoisonner, c'est ça? C'est les rescapés qui n'ont pas bu du poison, qui n'ont pas fini dans les camps. Il a tué Navalny. Voilà, donc c'est un fait. Ce que je veux vous dire par là, c'est que pourquoi il s'en est pris à Zelensky? Pas pour des droits de l'homme, parce qu'il veut les terres rares. C'est une question de business, parce que l'Ukraine, effectivement, et je vais vous dire pourquoi il n'a pas besoin de Kiev ou de Lviv. Parce qu'il n'y a pas de ressources là-bas. Les fameux 500 milliards de ressources de terres rares aujourd'hui, avec 20% de l'Ukraine, Vladimir Poutine, il a 75% des terres rares. Il n'a pas besoin d'aller au-delà. Il peut avoir Odessa, mais il a déjà tout. C'est du business. Et on le voit très bien avec un Trump qui dit « je veux récupérer certains pays ». Et en fait, on comprend qu'il ne faut pas les envahir. Donc ça n'a rien à voir avec la menace de l'OTAN. D'un point de vue de business. C'est pas l'OTAN. C'est pas l'OTAN alors. Si vous dites que c'est juste des raisons économiques. C'est les Américains qui les dirigent. Oui, mais vous nous avez dit... C'est les Américains qui dirigent l'OTAN. Oui, mais vous nous avez dit, c'est les Américains qui ont la responsabilité de l'entrée en guerre des Russes, alors que vous dites que les Russes étaient intéressés par les terres rares. Ils ont la responsabilité parce qu'ils auraient pu l'empêcher en évitant justement que l'OTAN progresse. On a compris les positions de chacun. Position de chacun. Geoffroy, qu'est-ce que vous pensez de l'échange qui vient d'avoir lieu? Mais je pense qu'en fait, on peut répéter une fois, 10 fois, 1000 fois que Poutine a eu tort d'envahir l'Ukraine. On n'a toujours rien compris à ce conflit. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, je pourrais apporter d'autres éléments pour étayer ce que je disais tout à l'heure et ce que disait Eric. Les responsabilités, elles sont partout. Zelensky, parce qu'il rompt avec la position qui était celle de dirigeants ukrainiens avant, qui était dans la neutralité. Il savait que la neutralité était leur assurance vie. Lui, il pousse pour rentrer dans l'OTAN. Je parle de avant la guerre. Les Européens, François Hollande s'est vanté après le début de la guerre, il y a quelque temps, que les accords de Minsk avaient été signés pour ne pas être respectés. Ça, c'est quand même un aveu du président qui est le président français au moment où on signe ces accords. Ensuite, il y a les Américains qui en l'administration de l'époque, qui a poussé aussi dans ce sens-là, qui aurait pu aussi arrêter ce conflit, qui aurait pu ce fameux accord de 2022. La situation d'aujourd'hui, on l'a connue en 2022. Tout le monde était prêt à signer et c'est Boris Johnson, le Premier ministre anglais, qui dit non, on continue parce qu'on va réussir à mettre Poutine à genoux. Souvenez-vous de tout ce qu'on a entendu. Donc à la fin, c'est encore une fois, je veux bien le dire, on peut utiliser tout le temps de parole jusqu'à la fin de l'émission pour dire que Poutine est coupable, mais ce n'est pas le seul coupable. Et aujourd'hui, au moment où on est au point de résolution de ce conflit, avec tous ces éléments-là posés, vous constatez que Poutine est prêt à signer parce qu'il a eu ce qu'il voulait et parce qu'il est rassuré par rapport à ses objectifs de début de guerre. Trump veut la paix, donc il veut la signer très vite. Et nous, on veut pas. Nous, Européens, on veut pas. Et nous, on veut des garanties. Les Européens veulent la garantie, c'est assez simple, ils veulent la garantie que les États-Unis interviennent d'une manière ou d'une autre si Poutine franchit la nouvelle frontière. Parce que ce que ne disent pas les Européens, c'est que les Ukrainiens ne vont jamais reconquérir le Donbass et la Crimée. Donc le Donbass et la Crimée reviennent aux Russes. Et les Européens veulent la garantie de Trump qu'il interviendra si les Russes vont plus loin que le Donbass et la Crimée. C'est ça qui se joue dans les jours qui viennent. Merci de le souligner. Gauthier, on a vu quand même une montée en puissance des menaces, notamment de la menace nucléaire, parce que quand on expliquait tout simplement qu'on allait battre les Russes, mettre en cause les intérêts vitaux des Russes, forcément, les Russes de leur côté, le discours sur l'utilisation de l'arme nucléaire, elle était importante. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il y a près de 180 millions de dollars américains qui ont été investis dans la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on a vu les États-Unis s'impliquer pour défendre les Ouïghours ? Est-ce qu'on les a vus s'impliquer pour défendre les Yéménites ? S'ils défendent les Ukrainiens, c'est pas pour défendre l'Ukraine, c'est parce qu'ils y voient un intérêt. C'est ce qu'on appelle la guerre par proxy entre les États-Unis et la Russie à travers l'Ukraine. Depuis le début, on s'attendait à ce qu'à la fin, de toute façon, les Ukrainiens, très malheureusement, soient les perdants. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Donald Trump essaye de minimiser le poids de l'Ukraine. L'Ukraine, demain, va devenir malheureusement un pays coupé en deux et un pays satellite des pays occidentaux avec assez peu d'existence. Moi, ce qui me fait Tegner. Passionnant parce que c'était le Time qui avait fait cette une. Le même, vous savez, qui une semaine avant l'élection de Trump critiquait à nouveau Trump et une fois élu, lui a fait une où il était très laudateur. Donc ça montre quand même l'état d'esprit de ces journalistes qui sont assez peu indépendants, contrairement à ce qu'ils disent. Et sur Jacques Attali ? C'est vrai que c'est un petit peu comme si... En fait, moi, ce qui me dérange de leur côté, c'est que
ça donne cette impression justement qu'il gomme chez Hitler le fait quand même qu'il ait fait tuer 6 millions de juifs. Ils essayent d'une certaine façon... Et les tziganes, et les homosexuels, et les handicapés. C'est comme s'ils rêvaient qu'Hitler soit un petit peu plus banalisé pour pouvoir permettre justement de comparer Marine Le Pen, Donald Trump et tous les autres. Mais vous banalisez le Reich avec ça. Banaliser le Troisième Reich. Mais du coup, ça explique à quel point aujourd'hui, ils banalisent aussi le Hamas et banalisent tout ce qui se passe de l'autre côté. Donc, mais ça montre que ça ne fonctionne pas du tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la censure, elle n'est pas uniquement du côté de Donald Trump, elle est du côté de l'autre côté. Et on n'entend pas Jacques Attali aujourd'hui. Il était, par exemple, on l'a vu ces dernières semaines, il était plutôt pour, par exemple, la censure et la fermeture d'une chaîne qui est la chaîne C8. Normalement, en règle générale, quand on ferme une télévision, c'est le symbole justement d'être un dictateur. Lui, il était pour. J'ai encore plus loin. Vous savez que l'assassin de Dominique Bernard, c'était un Tchétchène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, on reçoit dans le pays, on donne notamment le droit d'asile à des opposants de Ramzan Kadyrov en Tchétchénie, donc c'est-à-dire qu'il fait partie de la Fédération de Russie. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Ramzan Kadyrov et Vladimir Poutine font la guerre aux salafistes. Parce qu'il y a un vrai problème de terrorisme, on l'a vu sur l'attentat de Moscou l'année dernière, parce qu'on sait très bien que Vladimir Poutine était justement aux avant-postes de la lutte contre Daesh. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? Quand on disait, on va recevoir justement les opposants de Vladimir Poutine, on accueillait des salafistes. Et justement, l'assassin de Dominique Bernard, qui l'a défendu, ce sont des associations d'extrême gauche, la CGT, Sud Cheminot, etc., qui ont empêché son expulsion. Donc c'est-à-dire qu'on est quand même face à une complète schizophrénie sur le sujet. Et aussi, qui est une menace bien réelle, existentielle. Pourquoi on n'a pas mis la même somme contre l'islamisme que contre la Russie ? C'est ce qui me dérange, Gauthier, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis complètement pour le plan de réinvestissement dans l'industrie de la défense. Le problème, c'est que si on construit demain l'armée française uniquement en considérant que l'ennemi numéro 1, le seul ennemi, c'est les Russes, c'est-à-dire que dans 20 ans, on aura commis une erreur. Vous savez, c'est un peu comme en 1918, 1919, l'armée française en était numéro 1, du coup, on n'a rien rénové, on considérait que c'était nickel, donc en 1939, on s'est fait atomiser. À un moment, il faut se projeter sur les menaces de demain. Oui, les Russes sont une menace, mais ça n'est pas la seule. Et le problème, c'est que le prisme d'Emmanuel Macron fait que les milliards qu'on va investir dans notre industrie de la défense vont être en partie mal investis parce qu'ils ne voient pas cet élément. Et pour rebondir sur ce que disait Geoffroy Lejeune, qu'est-ce qu'a fait en 2005 Emmanuel Macron ? Il s'est dissocié de la gauche qui voulait la déchéance de nationalité. C'était son premier marqueur politique fort parce qu'avant il ne parlait que d'économie. Ça en dit long sur son état d'esprit. Il était à la gauche de François Hollande. Amine, moi je vais vous dire, vous aimez bien Bruno Retailleau. Moi je l'aimais bien au début, quand il critiquait par exemple l'état de droit. Et après qu'il y a eu bronca de toute la gauche, il s'est couché face à ce discours. Le seul sujet aujourd'hui, c'est la question de l'état de droit. Et pour l'instant, il n'agit pas sur ce sujet. On a vu un Laurent Wauquiez bien... Non, mais on est encore en démocratie. Le ministre de l'Intérieur ne va pas aller dans un tribunal dire aux juges ce qu'ils doivent... Le préfet de police a pris un arrêté. Le tribunal administratif l'a cassé. Qui dit que c'est pas le ministre de l'Intérieur qui a dénoncé les accords de 68. Donc à ce train-là, on ne fait pas grand-chose. Alors qu'est-ce que vous faites du tribunal administratif ? Soit Bruno Retailleau, il fait de la politique, soit il n'en fait pas. Il y a un problème. Mais donc aujourd'hui, il ne va pas jusqu'au bout. Pas tous en même temps. Il ne va pas jusqu'au bout aujourd'hui, Bruno Retailleau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Emmanuel Macron, il n'est pas capable. Il ne va pas démissionner, Bruno Retailleau. On l'a parié sur ce sujet. Parce qu'il a besoin des voix du centre. Parce qu'il veut être à la fois le successeur de Macron. Il n'est pas capable de vraiment trancher. Alors, ce sont juste des mots. C'est-à-dire que, de toute façon, Vladimir Poutine, il sait que Emmanuel Macron n'a pas le poids, de toute façon, d'aller au bout de ce qu'il dit. En revanche, il commet une erreur, Emmanuel Macron. Son objectif, il est lequel ? Il est d'envoyer des troupes européennes pour aller sécuriser en cas d'accord entre les Américains, les Européens, les Ukrainiens et les Russes, la frontière. Sauf que Vladimir Poutine refusera des troupes européennes qui sont vues comme va-t-en-guerre. Et donc, Emmanuel Macron, en étant va-t-en-guerre de ce côté-là, il s'empêche la possibilité d'envoyer des gens. Mais pourquoi il le fait ? Il le fait parce qu'il a un agenda politique intérieur, parce que justement, il veut mobiliser l'Europe, accélérer une fédéralisation. Derrière, le problème, c'est que justement, c'est la lecture réelle de la paix qui viendra, qui est complètement aujourd'hui nuit en raison de ces mots trop forts de la part d'Emmanuel Macron. Alors, imaginez, donc il y a une puissance, c'est la Russie. Aujourd'hui, il y a l'alarme nucléaire. Les Russes, on sait qu'ils sont extrêmement, justement, véhéments, capables d'envahir des pays. Et là-dessus, on voit un Emmanuel Macron qui, finalement, a des mots encore plus forts que ce qu'il devrait avoir. C'est-à-dire que le Quai d'Orsay pourrait lui conseiller d'être plutôt modéré, mais il va beaucoup plus loin. Il est XXL de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a l'Algérie, aujourd'hui, qui est quand même 6 fois moins le PIB de la France, qui n'a pas l'arme nucléaire, qui a chez lui, justement, un otage français.
Mais là, Emmanuel Macron, on ne l'entend pas. La raison, elle est simple. Il n'y a pas aujourd'hui 3 millions de Russes ou de Franco-Russes sur le territoire. C'est-à-dire que la première arme géopolitique aujourd'hui, ce n'est pas l'armement, c'est l'immigration. Et ça, Emmanuel Macron, évidemment, il refuse de le voir.